Est-ce que c'est un jeu qui peut intéresser du monde? Hardship, c'est un jeu de puzzle 3D novateur. Un seul feedback peut faire la différence et peut aider pour tous ceux qui vont venir derrière. Que faire un jeu qui plaît pas, moi ça m'intéressait pas. Moi c'est faire un jeu qui plaisait. Ça devient un moteur qui est vraiment bon de se dire c'est un problème qui est vraiment un problème qu'il faut que je fixe. Et genre là, par exemple on est à Montréal, il y a une communauté de game dev qui est vraiment très importante. Il faut que je continue à être curieux. Donc c'est juste... Salut tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode de Could Be Better, le podcast qui donne la parole aux professionnels du jeu vidéo, de l'animation, des VFX, de la CGI et plus largement de toute la création numérique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient énormément dernièrement et encore plus depuis le post-Covid et qui passionne beaucoup de monde post-Covid 2019, être solo dev. Et encore plus être solo dev en 2025, bientôt 2026. Et de lancer son propre studio de développement en solo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que cela implique? Et pour en discuter aujourd'hui, je reçois un ami, Étienne Lortois. Salut Étienne. Salut Raj. Comment tu vas? Bien et toi? Écoute, très bien. Pour parler d'Étienne, Étienne, il est fondateur du studio Elorth et créateur du jeu Hardship. Hardship, c'est un jeu de puzzle 3D novateur, innovateur aussi, j'ai envie de dire, qui mêle design de processeurs, science-fiction et logique pure. On mettra les liens en description, on vous laissera aller voir. J'en dis pas plus, mais il y a de l'histoire aussi. J'ai été surpris quand je l'ai appris. Pour le coup, donc rapidement pour parler de Hardship et donner un peu de contexte, il est sorti en, tu me recoupes si jamais je me trompe, mais il est sorti en accès anticipé le 22 novembre 2024. Exact. Hardship, c'est un jeu donc très niche, si je puis dire. Donc tu as vraiment ton secteur dans lequel vous êtes chargé de concevoir un processeur 8 bits depuis les portes logiques basiques jusqu'au circuit complexe. Chaque puzzle vous confronte au temps. De la propagation, à l'optimisation de l'espace, à la réutilisabilité des composants et un vrai terrain de jeu technique et stimulant plus qu'esthétique. J'utilise beaucoup de mots que je pense que j'utilise pas au quotidien, Étienne. Tu t'en es bien sorti. Super, donc pour revenir sur Étienne, parce que Hardship c'est cool, mais on va aussi beaucoup parler de toi et c'est le sujet principal. Aujourd'hui, Étienne il a lancé son studio il y a un peu plus de 2 ans et demi. Exact. Avant ça, son parcours ne le prédestinait pas aux jeux vidéo. Pas spécialement, en tout cas aux jeux vidéo, parce que tu as quand même un petit rapport aux jeux vidéo avec ton premier MMO RPG, mais on en reparlera après. Ouais. Étienne, il cumule plus de 20 ans d'expérience dans la conception et l'ingénierie logicielle, notamment dans le développement de logiciels SaaS, Software as a Service, d'ailleurs pour les sigles. On en emploie souvent, on va essayer de détailler au maximum à chaque fois. Mais ça va venir de temps en temps. Notamment donc, des logiciels SaaS pour des grandes entreprises et reconnus pour en citer quelques-unes comme Gsoft, Workclip maintenant, anciennement, et bien d'autres encore. Sur ce, je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui. On a déjà eu des discussions depuis un moment maintenant sur tout ton parcours et comment tu fais au quotidien. Je suis vraiment content d'enregistrer cet épisode avec toi et de traiter de ce sujet-là avec toi. Je suis convaincu qu'il y a énormément de partage d'expérience à en tirer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler directement du corps de ce podcast, juste introduire un petit peu pour donner un peu un squelette sur quelles vont être les thématiques qu'on va traiter aujourd'hui. Plutôt, voilà, on va faire un peu le squelette. Donc, évidemment, on va parler de ta transition vers le jeu vidéo, comme je l'ai dit, qui ne te prédestinait pas à ce secteur dans un premier temps. Donc, justement, c'est super intéressant et ça explique, notamment pour moi aussi, mais ce qui va expliquer en général pour beaucoup, pourquoi tu as choisi de faire le jeu vidéo et pourquoi tu as choisi de le faire seul aussi. Notamment, ensuite, il y aura évidemment la naissance de Hardship. Moi, j'ai toujours trouvé ça très... ton secteur est vraiment niche. C'est pas le premier jeu que tu penses à lancer quand tu te lances et je trouve ça vraiment, vraiment fun. Donc pourquoi tu t'es lancé là-dessus et qu'est-ce qui a guidé ton choix? Je trouve ça super intéressant. Évidemment, ton day-to-day qui va être vraiment pertinent et efficace. Et encore depuis le lancement et encore aujourd'hui, tu es toujours tout seul sur Hardship. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu t'organises? C'est quoi tes processus? C'est quoi tes logiciels que tu utilises au quotidien? Comment tu fonctionnes? Évidemment, ta motivation aussi, super important. Et enfin, pour terminer, ton rapport avec la communauté. Ça, c'est là où on a peut-être dû en parler le plus, notamment moi avec ma casquette Lovelace de la communauté marketing, mais parce que oui, je pense que j'ai dû le dire 3 ou 4 fois, tu es solo dev. Absolument. Mais justement, comment le lien avec les joueurs reste au cœur de ton aventure? Parce que je sais que tu étais profondément lié à tes joueurs aussi et tu travailles et tu collabores avec eux plus que juste de travailler pour eux, tu travailles avec eux. Je trouve ça vraiment fun, donc je suis sûr que ça va être super pertinent. J'ai hâte d'entamer cet épisode, donc encore une fois, merci Étienne d'être là et de partager tout ça. Merci de m'accueillir. Écoute, très cool. Ça va être très simple, Étienne. Qui es-tu?
Qui je suis donc la grande question. Tu as quand même fait une bonne job de résumer ce que je suis. En fin de compte, tu l'as dit, genre ça fait 20 ans. Je suis un dev, je suis vraiment très orienté programmation, c'est ça mon esprit. En fin de compte, c'est de la logique pure. Travailler principalement pour des grosses entreprises. J'ai toujours eu un bagage, comme on va dire, joueur grand public depuis que je suis enfant. J'ai grandi avec des jeux vidéo. Et c'est ça, très récemment parti sur une nouvelle aventure de créer son propre jeu vidéo avec Archip. Et on va couvrir ça un peu plus en détail tout de suite, je pense. Complètement. Mais pour revenir sur ton parcours, justement, parce que pour nos auditeurs qui t'apprennent un peu plus à te connaître, un peu tous tes skills que tu as, puis un peu toutes les casquettes que tu as pu avoir à travers ces 20 ans, parce que je sais qu'on a parlé tout récemment, mais Ouais. tu as touché à vraiment beaucoup de choses. Oui, ouais, absolument. J'ai vraiment le persona de touche à tout. J'aime vraiment m'intéresser à tous les sujets, à essayer de les comprendre. J'ai tendance à perdre un peu de l'intérêt une fois que j'ai compris un domaine, donc ça m'amène tout le temps à découvrir des nouveaux domaines. Donc oui, j'ai fait beaucoup de développement, j'ai fait un peu de DevOps, j'ai fait pas mal de DevOps, j'ai fait de la sécurité, j'ai fait du mobile, j'ai fait du back-end, j'ai fait des sites web, j'ai des workers, tout. C'est une longue liste de plein de petites choses que j'ai pu faire parce que dès que c'est un truc un peu curieux et inhabituel, ça a tendance à m'intéresser. C'est aussi un des trucs qui m'a vraiment motivé à faire un jeu, c'est que c'est une forme de logiciel qui est radicalement différente de ce que j'ai pu déjà faire par le passé. Puis j'aime vraiment le côté visuel, donc c'est ça aussi qui m'a amené là-dessus. Donc oui, j'ai fait, je crois, 11 compagnies. J'ai eu beaucoup de casquettes entre toutes ces compagnies-là, mais aussi dans les compagnies. Donc ouais, je pense à une bonne intro, parce que Ouais. sinon ça va être très très long. Non, C'est non, ce que j'ai couvert. complètement. Non, c'est ce que je voulais un peu mettre en avant, c'est ce côté, tu as vraiment touché beaucoup de choses et tu l'as dit aussi. C'est ça qui t'a amené un peu, je pense, à toucher le jeu vidéo et Ouais, c'est comme ça que j'ai toujours perçu, c'est que c'est une nouvelle preuve de créativité aussi et de terrain de jeu pour toi. Et exact. c'est clairement lié sur Hardship. Donc, une belle transition, justement en parlant de Hardship. D'où est venue justement l'idée de Hardship? Qu'est-ce qui a guidé ton choix et pourquoi ce secteur? Donc en fait, ça a vraiment démarré au début. J'étais dans une compagnie, puis c'est un peu la transition que j'ai voulu faire, c'est que quand tu travailles dans une compagnie, tu travailles pour un produit qui n'est pas le tien, puis tu suis la direction c'était pour toi. Puis je voulais vraiment retrouver cette liberté créative. Donc dans l'idée, c'était plus développer un produit en tant que tel. Donc je suis parti de cette compagnie pour justement développer un produit. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à partir sur des logiciels SaaS parce que je pensais juste réutiliser mon set de skills que j'avais en fin de compte pour essayer de vendre un produit que je sais faire. Et mais j'avais vraiment du mal à essayer de trouver l'espèce de passion qui me maintenait tout seul. Et c'est comme ça, en fin de compte, je suis parti sur une idée de OK, je vais essayer de faire un jeu vidéo. C'était vraiment plus au début pour jouer un petit peu. Puis c'est juste au day-to-day, je trouvais ça juste plus fun de jouer avec un jeu et un truc que tu construis toi-même. Après, donc, c'était cette direction-là de, OK, un jeu, mais quoi comme jeu? Puis c'est là où je suis parti sur, OK, qu'est-ce que je peux trouver comme concept intéressant comme jeu? Puis il faut que ça soit un domaine qui m'intéresse. Et aussi le côté, j'ai pas envie de partir sur un jeu qui existe déjà. Je voulais recréer un jeu. On pourra couvrir ça peut-être un peu plus tard, mais le concept, c'était vraiment un domaine qui me passionne, le jeu vidéo et les semi-conducteurs, et comment essayer de lier les deux avec un jeu vidéo, parce que historiquement, c'est juste quelque chose de parfaitement ennuyeux avec des vieux logiciels, et comment rendre ça joli, comment rendre ça amusant, et qu'on puisse apprendre avec ça. Et ça me permettait aussi d'aller de ce côté-là, OK, créatif, à apprendre un nouveau domaine et continuer à explorer non seulement le domaine du jeu vidéo en tant que développeur, mais aussi en tant que comment fonctionne l'architecture des ordinateurs, des CPU, puis construire mon savoir autour de tout ça. Ouais, c'est la première fois que j'ai vu aussi, c'est impressionnant quand même. Tu as des petites lignes partout, tu as des puces, Ouais. quand même très très marrant. Mais justement, tu sais, pour revenir un peu juste la transition, parce que tu étais quand même dans des grosses entreprises, comme tu as dit, donc tu avais quand même un job établi, tu étais euh, quand même assez serein, c'est très financier, j'ai envie de dire. Tu sais. Ouais. Il y a eu cette crainte un peu au lancement où c'était vraiment, tu voulais juste faire quelque chose qui te plaisait, tu voulais juste faire. C'était quoi un peu ta motivation vraiment? Parce qu'il y a quand même un gap tu sais, entre les deux. Ouais. Et un jeu vidéo, faut pas se mentir, faut dire ce qui est, ça prend du temps. C'est pas une solution comme tu as dit ça, ce que tu peux tester au bout de quelques mois et monétiser.
C'était quoi un peu ton approche là-dessus? C'était vraiment plus le côté très créatif et création un peu pure. Et j'aimais bien le côté jeu vidéo parce qu'un logiciel, tu vends un service. Et peut-être que j'avais un petit syndrome de l'imposteur à ce moment-là, de juste comme vendre un service dont je suis pas sûr à 100%. Puis c'était prendre un peu position. Alors que si tu vends un jeu et que tu achètes ce jeu-là, tu vas pas détruire la vie des gens si le jeu marche pas. Les gens, ils vont t'envoyer des reviews négatives et puis ça marchera pas. Mais j'ai trouvé que l'espace d'un point de vue sécurité pour moi était plus intéressant. C'était vraiment plus engagé ma crédibilité publique. C'est vraiment très secondaire aujourd'hui. Je pense pas que ça soit un bon mécanisme pour démarrer. Mais c'est vraiment le côté création et m'approprier un projet qui, qui me bottait le plus en fin de compte. Donc le côté sécurité d'une entreprise, c'est vraiment très intéressant, mais j'ai pas beaucoup de charges dans ma vie de tous les jours. J'ai quand même eu le temps d'accumuler pas mal d'économies. Et donc l'idée c'était, ok, j'ai quand même un temps que je peux m'allouer avec ces économies-là. Et je vais comme budgéter un peu ce temps-là et m'offrir cet espace de créativité. Puis peut-être qu'au début c'était, ok, ça va rien donner, et puis je vais repartir dans ce monde-là après. Euh, mais c'est ça, budgéter un peu ce temps-là que je peux mettre à profit pour juste faire quelque chose qui me plaît vraiment. Ouais. Je trouve ça intéressant et justement, ton approche très quand même calculée, c'est évidemment tu n'allais pas te lancer dans Ouais. l'inconnu aussi, donc il y avait cet aspect-là aussi, je trouvais intéressant d'appuyer. Mais écoute, super, merci pour ça. Pour revenir sur Archie, justement, tu as parlé de la création un petit peu du secteur, un secteur que tu voulais quand même, et c'est un secteur qui te parlait toi, qui te bottait comme jeu que tu aurais voulu jouer. Euh, une fois que tu as choisi un peu le secteur, c'est quoi le next step, un peu comment ça s'est passé pour toi? Donc Artchip, ça a vraiment démarré avec... Bon, déjà, c'était pas le nom Artchip, ça a vraiment changé énormément entre-temps, mais c'était vraiment le concept de... Est-ce que c'est un jeu qui peut intéresser du monde? Là-dessus, j'avais à ce moment-là plus... Je voulais faire un jeu, mais je savais pas trop quoi. Et je regardais à ce moment-là aussi beaucoup de contenu sur l'architecture des ordinateurs. Puis il y a beaucoup de contenu. Moi, je suis un grand consommateur de YouTube. Beaucoup de vulgarisateurs, en fin de compte, qui font des vidéos qui vulgarisent du coup des aspects spécifiques de l'architecture des ordinateurs que je trouvais absolument fascinante. Et il y a une série de vidéos que je pourrais citer qui est Ben Eater. Il construit en fait un ordinateur basique des années 60-70 sur on appelle ça des breadboards, en fin de compte, donc c'était juste des petits circuits pour le prototypage. Et il offre même un kit pour pouvoir construire soi-même cet ordinateur. Ce kit-là est relativement cher, mais du coup, l'intérêt, c'est qu'il te propose ces 50 vidéos où il commente et il construit pas à pas tout cet ordinateur-là. Et j'ai trouvé juste le concept tellement intéressant, je passais au travers. J'ai acheté le kit aussi, j'ai construit l'ordinateur. C'était quelque chose qui était extrêmement intéressant dans le sens où j'apprenais et j'avais beaucoup de fun à le faire. Et c'était présenté d'une manière qui était tellement intuitive que ça m'avait vraiment inspiré. Donc c'est là-dessus qui est partie l'idée. Et non seulement ça, mais c'est que je ne suis pas le seul à avoir aimé ça. Sur les vidéos de Ben Eater, typiquement, il y a les premières vidéos, je crois, sont à 2-3 millions. Donc c'était un signal fort de beaucoup de gens sont intéressés à ce concept-là, à ces idées-là, à apprendre sur l'architecture des ordinateurs. Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est juste que c'est le plus voyant, on va dire, mais il y a beaucoup d'autres chaînes YouTube qui sont incroyables et qui ont fait des contenus où beaucoup de gens, en fin de compte, regardent dessus, commentent, interagissent. Ah, c'est vraiment passionnant. Donc je me suis dit, ah c'est cool, je peux faire un jeu qui n'existe pas, avec un sujet qui a l'air de fasciner les gens et qui me fascine aussi. Donc c'était comme genre un diagramme de Venn où c'est comme je peux utiliser ma propre motivation parce que je veux apprendre ce domaine-là. Donc le jeu vidéo plus le semi-conducteur, mais c'est aussi quelque chose qui a l'air d'être a priori validé par forme de marché, parce que YouTube c'est quand même intéressant pour voir les tendances. Si tu as des vidéos qui marchent, YouTube il va les trouver et puis il va les présenter aux gens qui veulent les voir. Donc s'il y a 3 millions de vues sur ces vidéos là, c'est un signal qui est difficile à ignorer, on va dire. C'est sûr que on en parlait aussi il n'y a pas longtemps, mais l'algo de YouTube, ils sont là depuis longtemps. Ils fonctionnent très bien et ils savent le faire fonctionner. Donc, ok, très cool. Donc, ta validation est vraiment été faite là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est pas tu l'as dit, c'est pas non plus un marché énorme. Donc, est-ce que c'était une crainte que tu as eue potentiellement ou est-ce que c'était vraiment le contraire? Est-ce que tu voulais un secteur niche? Oui, absolument. C'était une crainte.
qui était calculé, dans le sens où je me dis, ok, il y a cette vidéo-là, par exemple, qui fait 3 millions, c'est un chiffre qui est un peu joli, mais il y a plein d'autres vidéos qui montraient des chiffres similaires, mais c'est à quel point on peut transférer ça ailleurs. Puis un des trucs qui est genre, voilà, vraiment la recherche au début, c'est par exemple des outils comme Gamalytics ou des outils de ce genre-là qui font juste de l'analyse de stats pour, par exemple, les jeux, comment ils se vendent ou pas sur Steam. De trouver des jeux qui sont le plus connexes aux miens, en tout cas l'idée que je voulais en faire, puis voir si la taille de marché que eux ont, est-ce que c'est quelque chose qui peut être rentable ou pas. Après, c'est des vieux jeux qui sont établis, c'est des gros noms et tout ça, donc il faut pas avoir un biais de survivant avec eux autres parce que c'est un peu les top dogs, on va dire. Mais il y a quand même cette validation qui est comme, ok, les gens sont intéressés par ce genre de jeu. Et c'est à chaque jour, en fin de compte, construire le prototype, mais en restant sceptique par rapport à mon propre... parce que j'étais excité par ça. Mais des fois, ça peut backfire et de se dire, genre, ok, en fait, c'est moi qui cherche les signaux qui vont bien. Donc oui, j'ai essayé de construire un prototype et en même temps de garder cette approche de continuellement valider s'il y a des nouvelles vidéos, est-ce qu'elles marchent bien, s'il y a des jeux qui sortent, est-ce qu'ils marchent bien, est-ce qu'ils sont complexes à faire ou pas. Parce que l'idée, c'est je suis un solo dev, donc c'est de rester à quelque chose qui est petit. Je suis un solo dev non seulement qui est solo, mais en plus qui est expérimenté parce que c'était mon premier projet. J'ai travaillé dans une boîte de jeux vidéo par le passé, c'était il y a très longtemps, mais c'était pas du tout les mêmes technos, puis c'était pas du tout la même échelle non plus, c'était un mémo, et puis ça n'a pas du tout marché, donc c'était carrément notre enjeu. Ok. Mais justement, en parlant de techno, là, justement, et puis on arrive un petit peu au... Tu as fait la validation et les vidéos, donc tu as checké tous ces stats, donc tu t'es confronté, un peu conforté dans ta décision de secteur. C'est quoi le next step après, genre, comment tu choisis ta techno? C'est quoi même ta roadmap? Qu'est-ce que tu dis en termes de plan? C'est quoi tes prochaines étapes? Prototypage, comment ça a fonctionné? C'était quoi un peu ce qui s'est passé après? Ouais, il y avait des phases, en effet. J'ai toujours le côté un peu chaotique et je voulais garder cette errance créative que j'avais budgétée avec le temps que je m'étais alloué avec mes économies. Mais il y avait quand même des temps, genre X, genre si au bout de 3 mois, je fais un prototype et qu'il n'y a rien qui embarque, il n'y a aucun signal. Et quand je dis signal, c'est genre je donne typiquement sur des réseaux sociaux, je pouvais parcourir sur Reddit, voir un peu comment les gens réagissaient, poster l'idée, poster aussi du coup, j'ai commencé à développer ce prototype en à peu près 3 mois. Le prototype est vraiment très très moche. J'étais un peu embarrassé, mais l'idée c'est comme non, je veux pas vendre un jeu. Je veux même pas vendre une idée, c'est juste genre oh, voici une idée, puis voici une présentation de cette idée-là dans un prototype. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens sur Internet? Et voir c'était quoi l'enjeu. Un des trucs que j'ai vraiment aimé faire quand j'étais dans mes anciennes compagnies et que je présentais des choses, c'est quand tu présentes bien quelque chose, tu peux avoir un moment où les gens ils disent genre c'est vraiment bien, mais c'est comme genre cool story bro. C'est ce que j'appelle un cool story bro. C'est genre tu parles d'un truc et les gens font comme ah c'est génial, mais ils disent rien de plus. Si les gens commencent à poser des questions par la suite, c'est que là, du coup, ils ont compris ce que tu leur as dit et ils essayent, parce que l'idée, quand tu présentes quelque chose, c'est de présenter quelque chose qui va intéresser les gens et qui vont potentiellement s'en servir. S'ils commencent à poser des questions, voir les limites de ton approche et tout ça, c'est que là, tu commences à voir un signal fort de tu proposes quelque chose qui est intéressant pour eux autres. Parce que la plupart des gens, ils vont pas être méchants avec toi. Et si tu racontes un truc qui les intéresse pas, ils vont pas dire ça m'intéresse pas. Ils vont juste dire oh, c'est cool ton affaire. Ouais. J'ai essayé de reproduire ça avec cette phase-là où j'étais dans les 3 premiers mois où je parlais de cette idée-là et voir si les interactions que j'avais, c'était pas juste un cool story bro, genre bonne chance avec ça, ou si c'était plus genre on pourrait faire ça, ça serait vraiment intéressant. Tu peux aussi chercher comme des mots-clés, il y a des phrases que genre si on dit si ce jeu existe, je sors mon porte-monnaie. Tu sais, genre, t'as pas demandé au gars de dire ça, il te le dit, c'est un signal fort de j'ai vraiment envie que ce jeu existe et je voudrais voir là où ça s'en va. Et donc, c'était vraiment continuer à travailler sur ce prototype avec des technos que je maîtrisais et d'en parler avec genre sur des forums ou sur Reddit. Typiquement, Reddit, c'est vraiment une bonne source pour ça. Il y a des subreddits de game dev où tu peux présenter des idées. Pourvu que tu suives l'étiquette qui va bien par subreddit, si tu présentes ton idée en tant que game dev et que tu veux qu'on te la critique, les gens ils vont te le dire sincèrement et puis ils vont pouvoir te dire
ah ouais, c'est vraiment génial, faudrait faire ça ici et ça, puis là tu commences à avoir ce feedback-là. Ou alors ils vont juste te dire un cool Cool storyboard, story. puis là ça veut dire non, bah ça sert à rien de pousser plus loin. Ouais, je comprends. Pour rebondir justement sur les super intéressantes, c'est notamment Subreddit et Reddit, c'est pour toucher ses premiers joueurs ou toucher ses premiers utilisateurs ou testeurs, c'est vraiment super. C'est souvent on le met un peu de côté, j'ai beaucoup vu avec les studios que nous on accompagne aussi. Mais je reviens un peu sur les technos. Que tu disais justement, parce que du coup ton prototype, tu l'as développé en 3 mois. Ouais. Super rapide pour le coup. Qu'est-ce que tu as utilisé quoi comme techno C'était quoi un peu déjà, sur quoi tu as mis l'emphase pour le prototype? Qu'est-ce que tu voulais mettre en avant? Bon, j'imagine que je sais qu'on en reparlera plus tard dans le podcast sur la partie de l'approche communautaire. Toi, ça a toujours été très, très profondément lié dans le corps de ce que tu fais, travailler avec tes joueurs. Mais ouais, sur la techno, alors techno que tu as utilisé et comment tu as choisi, genre quoi pousser en avant? C'est pour les 3 mois de proto. Donc ce que je voulais mettre en avant, c'est garder le côté créatif. Donc il fallait que je fasse des technos, que j'utilise des technos qui étaient simples pour moi, que je connaissais déjà. Comme je viens d'un autre domaine, j'utilisais pas de moteur par exemple, donc j'ai fait un truc from scratch. J'utilisais du C#, donc c'est principalement avec ça que j'ai travaillé toute ma carrière. J'ai utilisé des frameworks, un framework spécifiquement qui est Monogame, qui permet d'avoir un contrôle absolu. C'est orienté pour les devs, donc c'est mon personnage. Je suis un dev, donc c'était un framework qui était idéal pour moi. J'ai utilisé des petites librairies qui vont bien pour simplifier par exemple la création de menus. Ou, je voulais vraiment juste arriver très rapidement à ok, je peux démarrer avec un F5 le projet, puis c'est moche, mais ça marche. Et c'est ça qui était le plus important pour moi. Et ce que je voulais présenter, c'était vraiment la mécanique core que j'avais en tête. Parce que tu présentes pas un jeu, tu présentes une idée à ce stade-ci. Donc il faut limiter, même les menus, ils sont arrivés même un peu plus tard. Tu arrives et tu es directement sur le puzzle, parce que c'était vraiment ça la mécanique de base. Tu es sur un puzzle, puis tu dois résoudre le puzzle en posant des traces et des transistors. Et puis après, tu as les entrées et sorties, puis tu as une validation qui dit comme ok, tu l'as eu ou non, tu l'as pas eu. Alors qu'il y avait juste un niveau, je pense, ou deux, même pas. Le deuxième était comme un peu bancal, mais le premier marchait à peu près. Et puis c'était juste parce que c'était un niveau qui était simple, donc j'ai fait beaucoup de raccourcis sur la logique qui était derrière. C'était bancal et tout, pas comme pas possible. Mais l'idée, c'est que tu lançais le truc et en quelques secondes, tu comprenais c'était quoi l'idée. Et comme je présentais le jeu comme une idée, les gens pouvaient juste, ok, c'est à ce stade-ci qu'il est, c'est ça le feedback qu'il va recevoir et est-ce que j'aime ce que je vois ou est-ce que j'aime l'idée qu'il y a derrière ce que je vois ou pas. Donc c'est ça, du très très basique, garder sur mes compétences parce que du coup ça me permettait d'itérer très rapidement, d'arracher des bouts complets du prototype et d'en refaire très rapidement. Parce que du coup je perdais pas de temps à comprendre comment la technologie marchait en dessous. Donc c'est ça, vraiment C#, Monogame. J'ai utilisé une petite librairie pour l'UI pour juste avoir des petits clics ici et là. Mais je faisais juste que dessiner des triangles à l'écran, à la main, comme un bon dev, tu sais, genre Ouais, vraiment très classique, très simple. classique, faut aller vite, faut aller bien. Ouais, et puis il y Ouais. avait des endroits, je disais non, cliquez pas là, ça va crasher. Mais du moment qu'il y avait cette présentation et le feedback que j'avais en retour, pour moi, le prototype avait atteint son but. Justement, tu l'as amené, j'allais venir là aussi, il y a eu la question de feedback durant la phase de prototype que tu as fait. Avant ça, juste rappelle-moi, tu as utilisé quoi comme plateforme pour poser ton... Oui, ouais, c'est un gros point. Itch.io. Itch.io Ouais. qui est aussi un des... Parce que tu veux pas mettre ça sur Steam dès le premier. Impossible. Parce que le problème, Ouais. c'est que si tu mets un truc sur Steam, c'est la réputation. La première impression, elle reste très longtemps, puis tu as les mécanismes de review. Itch.io, c'est une plateforme qui est idéale pour pouvoir justement présenter un jeu qui est... C'est un peu quand tu arrives sur Itch.io, tu sais qu'il va y avoir quelques pipites, mais globalement, c'est plein de jeux où c'est comme, oh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et tu sais que du coup, sur ces plateformes-là, tu vas avoir des gens qui sont des aventuriers, tu sais, des colons du jeu vidéo. Des Et ont vraiment baroudeurs. comme, ok, on va trouver la pépite qui est genre un peu weird sur Internet, mais genre je veux trouver ce jeu-là qui est unique. Et ça, en fait, ça te crée des joueurs qui ont un feedback qui est extrêmement intéressant parce qu'ils vont pas rester bloqués sur le visuel ou l'exécution du jeu qui est forcément raté au début parce que c'est un prototype, mais ils vont vraiment genre se fixer sur l'idée et la vision que tu as avec ce jeu-là.
Et une fois que tu arrives à mettre en place, aller chercher ces gens-là, donc c'est un trafic qui est ridicule par rapport Évidemment. à genre du Steam par exemple, mais c'est un trafic extrêmement orienté, c'est des gens early adopters, ça peut même devenir des ambassadeurs qui vont genre t'accompagner, qui sont pré-engagés avec toi, souvent même d'autres créateurs de jeux vidéo qui vont pouvoir te donner un peu de feedback. Et c'est très intéressant pourvu que tu arrives à mettre beaucoup de call to action dans tous tes messages, par exemple sur Reddit, sur itch.io, genre venez me parler. Sur, par exemple, moi, c'était Discord. C'était vraiment la fin de mon funnel de discussion. Je trouve que Discord, quand tu arrives à amener les gens dessus, c'est là où tu as la meilleure qualité de discussion avec tes joueurs, parce qu'ils vont se sentir plus à Tu as une l'aise de parler. proximité avec eux aussi, ouais, évidemment. C'est ça, alors que tu sais, genre sur Reddit, tu veux vraiment plus partir sur un truc plus Ouais. fun. Tu vas pas, Sans il va y avoir des longues discussions, mais Oui. c'est pas le meilleur endroit. C'est juste, tu présentes quelque chose, puis tu as un petit texte en dessous, c'est ta réponse et that's it. Sur Discord, tu peux te permettre de parler directement avec quelqu'un et puis lui dire genre, je suis pas sûr d'avoir exactement compris ce point-là que tu voulais, comment tu vois la chose, vraiment impliquer les joueurs très très tôt là-dedans. Et en fait, comme le prototype est tellement basique et qu'ils disent des trucs et qu'ils disent oh j'aimerais bien que ça existe et que ça reste que ça corresponde à ta vision, tu dis ah let's go, je vais essayer. Puis tu mets un release sur itch.io quelques jours après, puis tu leur dis qu'est-ce que vous en pensez. Puis là tu commences à rentrer dans cette boucle là où les gens se disent ah ça bouge, c'est intéressant, puis ils vont participer avec toi. Ça rend le truc très gratifiant aussi pour toi en tant que dev. Complètement. Je rebondis sur 2-3 choses que tu as dit super intéressantes, c'est pour vraiment appuyer. Déjà, le itch.io vs Steam, on fait souvent l'amalgame. Steam, c'est vraiment. Il y a du trafic, mais ça dépend de ton type, quel niveau de maturité tu es. Tu vas pas aller avec un proto sur Steam, tu vas rien gagner, à part des retours négatifs. Et c'est lié avec ce que tu disais sur le fait que genre, ton Discord, c'est un fan funnel. Chacune des plateformes, tu le sais, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est que les personnes des joueurs ou des utilisateurs ne sont pas les mêmes. On va avoir des plateformes, tu as dit itch.io, les gens s'attendent à avoir des choses pas finies. C'est parce qu'ils sont là pour tester, donc ça dépend, il y a différentes phases. Steam, évidemment, tu es plus dans une approche de wishlist avec plutôt un jeu fini ou qui va sortir. Discord, c'est encore différent, donc tu collabores, tu parles avec eux en direct, donc le côté messagerie instantanée fonctionne très bien. Je trouve ça super intéressant. Et justement, en parlant de positionnement, c'est ça que je trouve intéressant avec itch.io, et je l'ai dit juste avant, c'est ce côté, ok, ils savent pourquoi ils sont là, et ils savent ce qu'ils donnent comme feedback. Donc effectivement, si tu en arrives, comme tu l'as dit, à avoir 3, 4, 5, 10 joueurs sur itch.io qui sont impliqués avec toi, et que tu arrives à les ramener sur Discord, j'imagine que tu vas peut-être encore avoir des joueurs qui sont arrivés de Itch, qui sont encore sur ton Discord actuellement, et c'est ceux qui font un peu ton corps joueur ambassadeur. Je trouve ça super intéressant, mais justement, tu fais des belles transitions depuis tout à l'heure. Tu me parlais, je pense, de la loupe de feedback. Parce que du coup, tu as fait ces 3 mois de proto. Donc là, durant ces 3 mois, tu as inclus tous ces feedbacks et tu as pris en compte tous ces feedbacks. Évidemment, j'imagine qu'on ne prend pas tout. Tu dois faire aussi une liste et c'est à la masse aussi critique. Je pense que ça, on pourra en parler aussi. C'est genre à quel moment tu te dis, ok, là, je vais prendre en compte, là, je ne vais pas prendre en compte. Évidemment, il y a ton point de vue en tant que toi, créateur. Comment s'est passée cette phase de playtest un peu, si je puis dire, parce que c'était déjà du playtest que tu as commencé à mettre en place, et cette masse critique, un peu les feedbacks, comment tu gérais un peu au day-to-day tous ces retours que tu pouvais avoir? Effectivement, la phase de playtest, c'était plus. Les playtests que j'appelle un playtest, c'est vraiment je suis assis à côté de quelqu'un puis je le regarde jouer. Okay. Donc c'est plus passé les 3 mois où là je commence à avoir une expérience core qui ressemblait à quelque chose. Le prototype était tellement grossier par moment que tu sais, genre c'était. Plus simple d'avoir juste un feedback de quelqu'un qui me disait ça marche pas du tout, puis en fait j'ai pas besoin de perdre une heure de faire perdre une heure à quelqu'un pour ça. Mais une fois que j'ai réussi à régler les gros problèmes pendant cette phase de prototypage, tout en gardant en tête que je voulais continuer à valider un peu l'idée, là après effectivement j'ai commencé à faire plus de playtests. J'ai grosse influence sur l'importance des playtests, c'est plus la philosophie de Valve que je trouve m'a influencé beaucoup. Qui est genre par exemple eux, ne serait-ce que je pense c'est après quelques semaines de démarrage pour un projet, c'est comme let's go, on fait des playtests, parfois c'est juste 15 minutes ou 10 minutes, c'est ok. Et ils ont une approche un peu romantique quand ils en parlent dans les documentaires, mais c'est comme on va dans un GameStop et tiens, je te donne $20 et tu viens jouer au playtest. Faut édulcorer, ouais. C'est Valve. C'est Valve. Faut vendre, c'est une histoire. Mais l'idée est quand même vraiment bonne. C'est essayer d'avoir très rapidement
cette boucle-là de les joueurs me disent quelque chose, que moi je veux faire un jeu, mais je veux faire un jeu qui marche pour des joueurs, pas juste mon jeu qui me plaît à moi tout seul, parce que ça serait juste un hobby. Là, j'essaye quand même d'avoir une approche de monétiser le projet plus tard. Et donc d'être avec des gens que tu connais. Ouais, j'ai eu des amis évidemment, mais tu sais, genre des amis, et d'essayer d'avoir une espèce d'hygiène de playtest, de genre, ok, je suis à côté de toi, je vais rien dire, tu vas jouer, il va y avoir des problèmes, mais je vais rien dire, il va y avoir des bugs, mais je vais rien dire, et de les laisser, tu sais, construire cette propre expérience. Tu les accompagnes juste en disant, genre, vas-y, je veux que tu me parles à voix haute, parce que c'est dur de lire dans les pensées, et tu peux voir, en fin de compte, toutes les micro-actions qu'ils vont faire, et puis c'est comme ça que tu vas améliorer un peu l'expérience de ton jeu, parce que c'est parfois juste l'expérience utilisateur qui est le plus dur à vraiment fignoler. J'avais vraiment trouvé que la validation de l'idée était plus en amont et que j'avais beaucoup de validation déjà en amont et que là c'était plus comme il faut comme que je commence à valider un peu l'exécution du jeu et que les playtests pour moi c'était vraiment un gros outil pour ça. Avoir des conversations continuellement avec des gens sur Discord c'était extrêmement important, mais la quantité de feedback que tu récupères pendant un playtest c'était vraiment primordial. Donc j'ai essayé de faire des playtests au moins un par mois, mais si j'avais à refaire, je pense que je serais beaucoup plus rigoureux à essayer de faire au moins une fois par semaine. Ça te maintient dans un rythme de release, parce que tu veux pouvoir arriver avec au moins quelques petits trucs qui marchent un peu mieux pour tester avec une nouvelle personne. Tu veux garder ce feedback continuel, parce que ça donne genre entre 10 et 50 feedbacks pendant une session. Et c'est des feedbacks qui sont tellement précis que c'est extrêmement actionnable. Parfois, c'est 30 secondes et en fait ça fait une différence entre juste un joueur qui est là et qui continue de jouer parce que comme ok j'ai compris, il faut que j'appuie là, ou un autre joueur qui est comme bah je comprends pas ce qui se passe, Alt F4, surtout sur itch.io les gens ils ont pas acheté, ils ont rien fait, donc allez tu sais quoi, il me saoule ce jeu, Alt F4. J'ai fait plus d'une fois aussi. Donc c'est garder un peu cette loupe là, non seulement aussi pour l'idée un jeu qui marche bien, mais aussi pour moi garder la motivation, parce que ma motivation c'est quelque chose, une ressource limitée, et parce que faire un jeu qui plaît pas, moi ça m'intéressait pas. Moi c'est faire un jeu qui plaisait, et c'était important d'avoir en fait compte ce contact là continuellement, encore aujourd'hui d'ailleurs. Tu l'as dit, tu l'as compris aussi, c'est que tu fais un jeu pour qui veut plaire, donc forcément à qui est-ce que tu veux qu'il plaise. Moi, c'est quelque chose que je me bats des fois avec des studios à qui on a accompagné il y a quelques années maintenant. C'est que en fin de la journée, notre 2D, c'est aux joueurs que tu vends ton jeu. C'est à eux qui doit plaire. Et souvent, les développeurs, le jeu leur plaise, certes, mais prendre ces feedbacks, et tu l'as dit, et c'est pour ça que j'allais appuyer un peu là-dessus, et tu l'as déjà dit d'ailleurs, tu t'es avancé un peu, si c'était à refaire, comment tu le referais? Donc, tu serais plus régulier, comme tu as dit, donc plus des feedbacks plus hebdomadaires par exemple? C'est difficile de trouver les playtesters parce que tu peux pas utiliser deux fois la même personne. Surtout en physique en plus, et tu peux pas être. Ouais, tout à fait. C'est ça. Mais tu peux utiliser plein de moyens que j'ai pas utilisés. En fait, moi, j'utilisais beaucoup les amis, puis les amis des amis. Mais genre, là, par exemple, on est à Montréal, il y a une communauté de game dev qui est vraiment très importante. C'est très facile de se retrouver dans un endroit et te dire, hey, toi, ça te tente de tester un jeu, puis tu sais, genre, eux, ils vont te donner de la vie. Après, il faut garder en tête que le problème, quand tu vas chercher des playtesters comme ça dans des endroits comme par exemple des events de game dev, c'est que du coup, tu vas prendre un persona qui est spécifique. C'est un développeur de jeux vidéo que tu vas aller chercher. Ou par exemple, quelqu'un qui travaille juste dans le level design. Et donc, du coup, ils vont présenter à chaque fois. Donc c'est très important d'aller chercher une panoplie de personnages. Je trouve des gens qui sont intéressés par les puzzle games autant que un joueur plus lambda, parce qu'il dit un joueur de puzzle va peut-être utiliser des codes qu'il va pouvoir transférer d'un autre jeu, alors que par exemple, je sais pas, j'ai une amie que j'ai en tête qui fait du level design, et elle aime pas du tout enfin c'est pas qu'elle aime pas du tout, mais les puzzle games c'est pas vraiment elle est pas cliente. Et donc elle va avoir un œil qui est radicalement différent, mais du coup elle va avoir des choses intéressantes à dire sur le côté level design. Mais des trucs un peu moins intéressants sur, par exemple, le design d'un puzzle en tant que tel. Donc, c'est de mettre en perspective chaque expérience de chacun et d'aller chercher des gens les plus différents, en fin de compte, les uns des autres, distants d'un point de vue, tu sais, genre, c'est ça, persona. C'est des personas qui n'ont pas tous le même point de vue et qui n'ont pas de faire le même retour parce qu'ils ont des personas. Et le faire plus rigoureusement, définitivement. Ok, très très cool. Et
C'est super important. Et surtout que toi, dans ton cas, on l'a vu beaucoup, c'est les playtests qui arrivent beaucoup trop tard ou les feedbacks qui arrivent vraiment beaucoup trop tard. C'est le faire à moi avant la sortie d'un jeu, pour moi, il n'y a plus vraiment de sens. Tu peux plus changer grand-chose. Le jeu est déjà presque fini. Effectivement, et toi, tu as eu ce réflexe. Bon, en tout cas à mes yeux, qui est un bon réflexe, c'est dès le début. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est intimement lié avec ta façon de travailler, d'écouter les joueurs à qui tu vends ton jeu. Et justement, sur ces playtests, pour une dernière question là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, que penses-tu si on parle de playtests en physique, des playtests par exemple en visio, c'est ce que tu parles de trouver des gens, c'est peut-être compliqué, mais à distance, est-ce que ça pourrait fonctionner aussi, tu penses, ou comment tu aurais, si tu avais des bons personas actuellement en main et qui seraient par exemple à distance, est-ce que tu le ferais? Ça prendra un essai. Ça peut être un essai intéressant parce que c'est quand même compliqué de trouver la logistique, Bien les sûr. gens, d'aller en personne et tout ça. C'est important de pouvoir parler avec la personne et de voir l'écran. Le non-verbal, ça peut être intéressant et c'est pas forcément simple de retransmettre ça avec une caméra. Mais tu sais, genre, si par exemple je me décourage parce que j'arrive pas à trouver des gens et que je me retrouve à faire des playtests qu'une seule fois par mois, faire un playtest en visio, ça, let's go. On peut en faire plus facilement toutes les semaines et plus rigoureusement. Donc je pense que ça deviendrait une manière de rester régulier et de trouver des gens qui sont radicalement différents. Tu sais, genre, c'est trouver Un ces spectre personas vraiment très différents. très large. Mais les playtests en personne sont vraiment intéressants. Ouais. Euh, pour tout ce que je viens de dire, mais aussi par exemple, il y a un petit moteur qui marche bien, c'est que comme tu dois rien dire pendant ton playtest, après il y a des trucs que tu veux pas faire tester, donc tu vas te permettre de dire je veux que tu ailles là et que là je dis plus rien, mais autrement tu dois pas dire genre oh non fais ci, fais ça, oh non fais ça, parce que c'est pas ça, tu peux pas t'asseoir à côté de tous les joueurs qui vont exister pour ton jeu, donc faut que tu dises rien. Et parfois la gêne que tu vis quand il y a un joueur qui reste bloqué pendant 5 minutes sur un truc que tu es comme genre vas-y appuie là. Euh, Ça devient un moteur qui est vraiment bon de se dire c'est un problème qui est vraiment un problème qu'il faut que je fixe. Parce que des fois, moi je suis un dev et je me dis ce problème technique c'est vraiment primordial. Et en fait non, des fois Ouais. c'est un truc, c'est complètement trivial alors que changer un labellé ça devient un problème majeur pour la plupart des Ou joueurs. rajouter un bouton ou changer juste une couleur des fois sur de l'UI, ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup avoir ces affaires-là de genre de vivre le joueur, est-ce qu'il a du fun ou pas, ou est-ce qu'il est en train d'être frustré un peu et toi-même de dire je suis un peu gêné, ça devient un moteur de priorisation qui est vraiment très très bon. Ah ouais, je pense qu'on en reparlera dans la phase ta relation avec ta communauté, cette gestion des feedbacks et gestion un peu des retours. Moi, j'en parle à longueur de journée avec Lovelace, donc forcément ça me parle beaucoup. Mais tu sais, pour revenir un peu sur ton day-to-day, j'ai envie de dire, en tant que slow dev, parce qu'on a parlé un peu de prototypage, ta phase de playtest, après tu as sorti ton jeu en accès anticipé. Ça a mis combien de temps d'ailleurs pour le lancer entre la phase où tu as débuté, prototypage, et la phase de en vente sur Steam? Donc le démarrage et le prototypage c'était 3 mois. Après c'était un post-prototypage, ça restait très itératif. Ça a duré à peu près une année supplémentaire et après 1 an et demi, c'est sorti en early access sur Steam. Le 22 novembre. Le 22 novembre exactement. 2024. 2024. Je l'ai noté. Ok. Oui, il y a eu vraiment une approche de ok, je valide, je garde ce quotidien avec des feedbacks, je garde l'hygiène de code de faire en sorte que le jeu, je peux tout le temps faire F5. Parce qu'il y a des moments, je vais me sentir, je suis un solo, donc je vais me sentir très très seul et j'ai envie de rien aujourd'hui et de pas savoir que là, genre un peu la flemme, puis si j'appuie pas sur F5 si j'appuie sur F5 et que mon jeu se lance pas, ça va être un petit frein que tu veux retirer, tu veux maximiser en fin de compte le fun que tu as développé avec ton jeu. Donc c'était très c'est garder quotidiennement un jeu qui marche pour le quotidien, pour répondre à ta question. Garder le contact avec les joueurs. Donc ça passait par le Discord, ça passait par des posts plus ou moins fréquents sur par exemple du Reddit ou j'ai essayé Twitter, Blue Sky et tout ça. YouTube aussi, c'est pas toujours les meilleurs endroits pour en fait en fonction de la phase du projet, c'est pas les meilleurs endroits. Donc c'est ça, garder le contact avec tes joueurs, garder un build qui fonctionne et en fin de compte continuer avec ça jusqu'à ce que ça donne de quoi. Ça sorte, ouais.
Je pourrais rajouter que j'ai quand même gardé un day-to-day qui est plutôt chaotique parce que je me permettais d'avoir ma vision mais de réagir au feedback que j'avais. Mais très rapidement, j'ai dit comme ok, là ça fait 3 mois, on va essayer de faire un truc un peu plus euh, qui ressemble moins à un prototype. Mais très rapidement, je me dis ok, au bout de 6 mois, ça ressemble à quelque chose qui devrait finir sur Steam. Ça serait intéressant. Puis là, du coup, c'est un bon moment pour créer sa page Steam. Ouais. Pour commencer, en fin de compte, parce que page Steam, pour savoir, elle doit être impeccable. Ouais. Dès le premier jour, elle doit être impeccable. Tu peux te permettre d'avoir un truc qui marche pas trop bien, mais c'est quelques semaines max. Genre, il faut que tu aies des images qui soient peut-être qui vendent un peu trop. Mais là, du coup, j'étais à un stade où le jeu avait un look and feel qui est encore valide aujourd'hui. Et donc la page Steam que j'ai faite à ce moment-là, donc après 6 mois de développement, c'est toujours la même que j'ai aujourd'hui. Donc tu referais la même, c'est ma question. Donc tu referais la même page Steam, c'est la même. Je referai la même. Là, il faudrait que je la refasse parce que les assets commencent à être un peu vieux. On peut en parler. Mais tu sais, genre la vision qui est vendue un peu sur la Steam page, elle est toujours là. Et ce qui est primordial à ce moment-là, c'est de commencer à accumuler les wishlists. Oui. Qui sont pas le Graal de Steam. Pas loin. Ça aide pour, ça fait pour beaucoup de ça choses quand même. Ouais, ça fait grand chose. Ouais. Il y a des vidéos ressources qui sont faites d'ailleurs par Valve qui expliquent un peu l'algorithme sans trop expliquer l'algorithme de Steam parce qu'ils veulent pas non plus que les gens gamifient l'algo, mais ils vont dire par exemple les drivers, les principaux moteurs de genre l'algo, qu'est-ce qu'il va regarder. Typiquement, ils vont dire genre les ventes. Si ton jeu vend, on va continuer à trouver des joueurs qui vont acheter. Par exemple, il disait dans cette vidéo-là que les wishlists sont pas un moteur de sélection de genre ok, tu as beaucoup de wishlists, tu vas être sélectionné par l'algo. Mais là, il y a un effet indirect, c'est que en fait, ça devient un moyen de notifier tes joueurs et qu'à ce moment-là, eux, ils sont présentés, on leur présente le jeu directement, donc c'est toi en tant que dev qui va pouvoir envoyer une notification aux joueurs et là, à ce moment-là, tu vas avoir un call to action. Il n'y a personne qui va se dire « Oh, waouh, c'est la sortie de Hardship, c'est aujourd'hui, j'y vais, let's go, je vais me connecter et tout. » Moi, je l'ai attendu comme ça. Il y a personne qui pense à ça, alors que si tu as le moyen de contacter tes joueurs quand il y a quelque chose qui se passe d'important, c'est en fait le moyen de faire de Steam, c'est les wishlists. Et donc, c'est important d'accumuler ces wishlists le plus tôt possible sur Steam pour pouvoir justement contacter ces joueurs-là. Et ça a été un moteur majeur par la suite parce que quand tes joueurs voient le jeu quand il sort et qu'il est finalement disponible, ils vont pouvoir commencer à l'acheter. Et puis là, ça devient un indicateur pour l'algo Steam de dire « Ok, c'est un jeu qui se vend, ok, je vais continuer à le présenter. » Donc ouais, très important de sortir sa page Steam le plus tôt possible. Ça fait une petite bifurcation sur le day-to-day, mais effectivement, la page Steam, on en a parlé aussi il n'y a pas longtemps, puis j'en parle souvent. Que ce soit c'est notamment les 15 premières secondes, 10 premières secondes de la vidéo, s'il y a un trailer, et c'est vraiment conseillé. Et tu l'as dit, honnêtement, quand tu arrives à cette phase de faire ta page Steam, il faut vraiment qu'elle soit clean. Tu le sais très bien, donc que ce soit les images, il faut que la qualité soit top, il faut que tu accroches, il faut plus raconter une histoire que plus expliquer ton jeu, c'est dans le descriptif. Super important. Et ouais, les wishlists, c'est surtout ce côté de ça te met sur les top charts aussi. Dans le côté, c'est les jeux les plus attendus, ou les plus likés, ou les plus aimés. J'aime le rappeler, tu le sais aussi, genre les ventes Steam, en moyenne, vraiment en stat large, ça représente 10% en fin de compte des joueurs qui ont mis en wishlist qui achètent ton jeu. Parce que souvent, j'en ai vu beaucoup tomber un peu dénus, de se dire j'avais 70 000 wishlists et j'ai eu 7 000 ventes. Mais c'est récurrent, c'est souvent. Il y a évidemment toujours des ballots de ce monde et des jeux qui font dès la sortie, mais il faut le garder en tête. Mais effectivement, comme tu as dit, c'est de les avoir dans la base, les avoir genre sur puis pouvoir les notifier. Donc c'est super pertinent, en tout cas, cette page Steam. Mais ouais, écoute, parfait. Et pour venir sur le day-to-day, c'est pour très pragmatique, j'ai envie de dire. Moi, j'avais une question aussi sur les technos, parce que c'était un peu archaïque, si je puis dire, au début, pour le prototype, tu sais. Tu as gardé les mêmes technos par la suite, ou est-ce que tu as dû changer peut-être des choses que tu connaissais pas non plus, ou tu as encore une fois gardé un bagage que tu connaissais? Oui, j'ai gardé toutes les technos de base. Il y a beaucoup du prototype de base qui est encore aujourd'hui. J'ai un peu suivi l'anti-recette de garder un prototype en prod. Il est quand même très très loin d'être immaintenable et tout ça. Il est très modulaire. Mais j'ai quand même effectivement gardé tout la stack technologique que j'avais au démarrage. Pourquoi j'ai fait ça plutôt que d'utiliser un moteur
j'ai aucune connaissance sur les moteurs. J'ai juste joué, fait quelques tutos et tout ça, mais c'est vraiment dans les détails d'implémentation, quand tu deals vraiment avec un moteur au day-to-day pendant un long moment, qu'il y a des choses que tu sais qu'il faut que tu restes loin et il y a des chemins que tu dois utiliser qui te permettent d'aller vite. Et comme j'avais aucune connaissance avec ça, c'était pour moi un genre, ok, j'ai pas vraiment besoin d'aller trop avec un moteur. Aujourd'hui, il y a des trucs que je voudrais avoir d'un moteur, des processus de, genre pouvoir importer, modifier des positions très rapidement dans un éditeur qui est bien fait, un pipeline de traitement de contenu qui est genre très très bien intégré. Baker des lumières, c'est comme très très bien, c'est clé en main avec un moteur. Ah ouais. Tout ça, c'est des solutions que j'ai dû réimplémenter, donc parfois tu réimplémentes un peu la roue. Mais l'un des intérêts que j'ai du coup aimé avec ça, c'est que je contrôle entièrement le runtime de Hardchip. Et ça me permettait d'avoir une liberté créative de... Si tu es dans un moteur et que tu t'inscris pas exactement dans les flows qui t'ont prévu pour toi, tu vas te retrouver à combattre un peu le moteur. Le moteur, il prend tellement le contrôle de tout que si tu veux pas faire exactement ce qu'il te propose, parfois tu peux passer un temps fou à juste essayer de régler ce petit truc-là, mais c'est une feature qui est vraiment extrêmement important pour toi et en gros tu perds du temps. Là, j'ai le contrôle absolu. Je perds du temps parce qu'il faut que je redéveloppe certaines choses. Mais s'il y a des trucs qui ne marchent pas ou il y a des trucs que je veux changer, c'est extrêmement rapide pour moi parce que j'ai un contrôle et une compréhension complète de tout le code base. J'ai beaucoup de mal à utiliser des trucs que je maîtrise mal et je sais que les moteurs, c'est vraiment des usines à gaz parfois. Ouais, mais je pense que c'est une de tes forces aujourd'hui aussi, parce que tu l'as dit, tu es solo. C'est un choix aussi d'ailleurs, on en parlera après, tu es encore tout seul. Mais je pense que c'est une de tes forces, c'est clairement une usine à gaz. Tu peux passer tellement de temps. Je me suis amusé aussi, à une époque, à checker tout ça aussi. Mais ton background reflète un peu le pourquoi du comment aujourd'hui et ce que tu utilises comme techno et le choix de tes technos, donc ça fait complètement du sens. Mais tu vois, en parlant justement de processus, tu as déjà répondu, mais j'aime poser la question. C'est comment tu décides de supprimer volontairement ou non une chose de ta to-do ou de prendre une décision. Dans ton cas, il y a évidemment les feedbacks, la communauté que tu as au quotidien. Mais est-ce que tu as autre chose? Parce évidemment, les feedbacks, comme je dis, tu peux pas non plus. Ça reste ton jeu en fin de journée, puis c'est toi qui code derrière. Les joueurs n'ont pas forcément toute la visibilité sur ce qui se passe en back. C'est quoi un peu ton processus de te dire des fois, ok, ben, là c'est une bonne décision ou pas? Évidemment, tu sais jamais à l'avance. Mais comment tu tranches, c'est comment tu décides là-dessus, tu sais? Comme tu le dis, c'est vraiment les feedbacks. Après, il va y avoir des feedbacks où je vais clasher avec les feedbacks. Et là où ça devient important d'avoir une quantité de feedback, c'est vraiment d'avoir plein de feedback pour que éventuellement, quand tu as des endroits où tu as tort, mais que tu es un peu passionné, et que du coup tu restes dans cette décision-là, qu'on puisse te donner tort et que toi tu sois comme, ok, il y a 3 personnes qui m'ont dit ça marche pas, ok, je vais commencer à y aller dessus. Donc, essayer de garder les feedbacks, de les trier, de garder le nombre de votes sur ces feedbacks-là, et en fin de compte de juste travailler sur les feedbacks qui reviennent le plus souvent. Après, tu essayes de garder les concepts d'opportunité, de genre, ok, ça va être très très long à faire, donc je vais le garder pour plus tard. Ou ça, c'est juste très très simple, il y a juste un feedback, mais ça me prend 5 secondes. Alors, c'est genre un texte qui ne marche pas, je vais le changer. Donc, il y a tout un concept d'opportunité avec le temps que ça va me prendre versus la quantité. Genre, s'il y a par exemple, il y a un fondamentaux du jeu que je veux pas changer parce que ça va me prendre du temps, je sais que je vais attendre plus longtemps d'avoir plus de feedback dessus pour avoir plus de perspectives différentes perspectives sur cette question-là. Parce que parfois, il va y avoir des gens qui vont parler trop et d'autres qui vont parler peu, mais ceux qui parlent trop, des fois, ils disent un truc, mais tout le reste, c'est comme un peu trop de blabla. Et parfois, il y en a, quand ils parlent peu, ils disent un truc, pertinent, mais c'est super pertinent. Donc, c'est juste de communiquer continuellement avec les joueurs pour pouvoir identifier ça et après de garder sa liste, une to-do list, garder des choses relativement simples. Pour moi, c'était une to-do list très simple. Un Wyliner avec une description, des screenshots, parfois même aussi la conversation directement. Et si par exemple ça se rendait trop bas dans ma liste et que personne ne m'en parlait plus, c'est comme je le retourne. Je comprends. Pas besoin de le faire. Donc c'était vraiment comme ça que ça me sélectionnait automatiquement sur les sujets que j'avais à travailler,
garder un temps où c'est toi qui travailles pour les feedbacks et garder un temps où c'est toi qui travailles sur la vision et la direction dans laquelle tu veux pousser Hardship. Ouais, c'est comme un jonglage. Ouais, je comprends. Justement, c'était une de mes questions. Mais avant de poser cette question de la légendaire, à quoi ressemble une semaine type, classique, il n'y a jamais de semaine type, on s'entend. Ouais. Mais justement, est-ce que tu as quelque chose dans ton processus de création avec les joueurs, etc., que peut-être que tu t'as dit que tu referais peut-être différemment? Est-ce qu'à un moment, il y a des choix que tu as fait et que tu dis, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être dû te pousser un peu plus loin ou valider un peu plus ou, est-ce qu'il y a une étape dans la création, ou même maintenant, tu sais, dans day-to-day, au quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier peut-être? Ça va être... Effectivement, il y a des features qui vont être juste décidées pendant la discussion, et donc la quantité, les votes et tout ça. Il y a des features que je vais prendre OK, let's go, on le fait et on teste. On sait pas le résultat. Tu peux discuter avec quelqu'un, il a un bon point, mais toi, tu n'es pas sûr. C'est comme, OK, on va juste tester. On le met en place. Si ça prend une après-midi à faire, let's go. Et après, tu revalides avec un playtest et tu regardes si l'effet que tu voulais avoir avec ce développement-là fonctionne ou pas. Et c'est garder cette flexibilité de rajouter des choses pour pouvoir les arracher ensuite. Et donc, c'est juste tester des permutations en vrai. Et une fois que tu vois qu'il y a une permutation qui marche bien, tu la conserves. Il y a des trucs qui sont bien à mettre, il y a des trucs qui sont bien retirés. Parfois, tu te rends compte qu'en fait, non, tu l'as retiré, mais c'était quand même bien. C'est juste la forme qui n'était pas adaptée. C'est de rester. C'est pour ça que j'aime bien le contrôle absolu du code, c'est que du coup, tu peux te permettre d'ajouter et de retirer des trucs sans trop le payer en fin de compte. Ouais, je comprends. Donc, garder cette agilité-là qui était primordiale pour moi. Je comprends. Dans tous les cas, je m'attendais. On est tous passés par là, tu n'auras jamais de bonne réponse. Tu dois prendre des fois des takes, tu dois prendre des fois des décisions, tu testes, tu itères. Effectivement, tu peux, on va dire, minimiser, dérisquer au maximum en prenant les retours en compte et en parlant avec les joueurs, parce qu'encore une fois, c'est eux qui sont à la base, mais tu sais jamais vers où ça va aller, donc souvent c'est du 50-50 et on croise les doigts derrière. Très cool. Et justement, je te parlais un petit peu de la semaine type. C'est large, ça veut rien dire si on s'entend. Surtout dans ton cas, je pense que les auditeurs le savent maintenant, mais tu es solo dev. Oui. Pour le coup, donc, comment ça se... Tu sais, parce qu'il y a toute la partie, donc évidemment, communauté, qu'on parlera juste, juste après là, cette question-ci. La communauté, comment tu gères un peu ton temps entre le développement, la communauté, un temps pour toi peut-être aussi, parce que tu es entrepreneur, donc tu dois tout faire tout seul, mais toute l'approche business aussi. Donc tu sais, il y a cette question de comment tu sépares un peu ton temps. Et je te pose une autre question tout de suite. Est-ce que tu veux toujours rester solo dev, ou est-ce qu'à un moment donné, tu penses peut-être à grandir l'équipe? Pour la question de mon temps par semaine, j'essaye d'avoir un rythme de... Les tailles de features devraient pouvoir rentrer en dedans d'une semaine, ou en tout cas... Cette récurrence d'une semaine que tu sais garder tout seul. Exactement, j'essaye d'avoir du coup ce rythme-là. À chaque semaine, il y a un release, peu importe l'état. S'il y a juste même ne serait-ce qu'un bouton, let's go, je publie ça. Donc un rythme, un gros objectif par semaine, plein de petits objectifs, tu sais, genre les tâches de 5 minutes ou une demi-journée, quelques-uns par semaine. Et de garder aussi une tâche un peu plus long terme qui est genre 1 ou 2 ou 3 mois, grand max. Ça plus tourné autour de 1 mois. J'essaye d'avoir cet équilibre-là. Des fois, c'était juste disparaissait pendant 1 mois, puis je faisais juste que ce truc-là, parce que c'était genre, pour moi, c'était primordial. Mais c'était plus des exceptions que autre chose. C'est vraiment plus garder ce rythme-là qui est extrêmement important pour moi. Vérifier, en fin de compte, mettre des outils en place, peu importe lesquels sont. Par exemple, c'est garder de la visibilité sur le jeu. Donc, par exemple, pour moi, c'était garder des télémétries sur le jeu, donc la durée des sessions, la durée d'un puzzle, mettre des boutons directement dans le jeu pour bien sur Discord ou remplir un bug pour qu'on ait un maximum de data en fin de compte sur... Si tu n'as pas de belles conversations ce jour-là, tu puisses regarder un graphe qui dit genre ok, il y a des joueurs qui jouent, pour te rappeler continuellement que non, c'est quelque chose qui marche ou qui marche pas et qu'est-ce que tu dois améliorer. La portion administrative, c'est quand je suis un procrastinateur, donc c'est quand j'avais plus le choix, c'est let's go, je le fais maintenant. C'est deadline qui arrive et c'est une semaine avant. Il faut faire les impôts, donc let's go, on va faire les impôts pendant... C'est quand t'as pas le choix, je comprends. Exactement. Mais c'est ça, vraiment garder ce rythme par semaine, rester avec un release par semaine. À chaque jour, c'est avoir un build qui fonctionne, pas finir ta journée sans un build qui fonctionne. Et chaque semaine, au début, je mettais un petit blog post.
Là, c'est plus toutes les 2 semaines à un mois que je fais un blog post, mais continuellement, en fin de compte, dire les grandes lignes directrices de qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce, que- qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a beaucoup de joueurs qui vont être très intéressés par justement, en fin de compte, ton processus. Ouais. Puis si tu arrives au début, tu fais juste des trucs qui ressemblent un peu à rien, genre des blog posts qui sont comme juste des bullet points de dev. Mais au bout d'un moment, tu vas pouvoir expliquer un peu comme une espèce d'histoire et c'est là où tu vas pouvoir embarquer tes joueurs, Ouais. en tout cas les gens qui vont te donner du feedback dans ton processus créatif. Puis là, du coup, ils vont Ok. consommer ce que toi tu donnes, ils vont être contents d'avoir la suite, voir les directions que tu as prises qui ont été influencées par leur feedback. Mm. Ça va les encourager à te donner Complètement. plus de feedback. Et Ouais. toi, ça entretient ta motivation de genre, oh, je fais un jeu qui plaît, les joueurs jouent, c'est gratifiant et je continue à travailler là-dessus. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour rebondir sur les joueurs qui voient leur implémentation, enfin leur retour être implémenté. Ouais, c'est comme rien que de parler à un dev sur Discord en direct, pour eux, des fois, c'est de l'or. Tu sais. Moi, Ouais. je l'ai vu et je le vois souvent. Ça les engage vraiment. Tu sais, je le dis souvent, c'est vrai qu'il faut trouver le temps. Même des studios, j'ai vu avec plusieurs personnes dans l'équipe qui parlaient pas forcément, c'était juste la community manager qui s'occupait, mais ils aiment vraiment ça parler aux devs. Tu sais, ils se disent, ok, mais mon avis est vraiment comptabilisé, donc ouais, ça les engage vraiment. Tu sais. Et justement, sur cette partie un peu proportion de, j'ai compris que l'admin c'était vraiment pas le best là, tu le gardes vraiment pour la fin. Moi, je voulais parler un peu rapidement de la partie business. Parce que moi, c'est vraiment mon gros domaine et celui que je pense que j'aime le plus après le marketing et la gestion de communauté. Parce qu'on s'est rencontrés d'ailleurs à un événement un peu business, on va dire un peu de réseautage. Ouais. Comment tu perçois ça? Est-ce que tu en as toujours, est-ce que tu en as fait depuis un moment? Est-ce que tu le fais depuis récemment? Est-ce que tu as des choses que tu ferais différemment là-dessus? Donc le côté dev, de mon côté, enfin business en tout cas, ça a été vraiment la validation du produit. Après, ça a été, bon, en tout cas de l'idée. Ensuite, ça a été, je consommais comme quotidiennement juste genre des podcasts Ouais, ou des vidéos de genre comment tu construis un jeu, c'est quoi les recettes qui marchent pas. Utiliser des outils par exemple, NextFest qui est un événement sur Steam, qui est un truc qu'il faut que tu utilises à un moment spécifique de ton développement de jeu parce que c'est un énorme tremplin. Donc c'est rester au contact de ce genre de médias-là pour pouvoir saisir les petites opportunités ou les grosses opportunités que tu dois avoir à un moment T. Donc c'était vraiment juste j'étais un peu plus comme opportuniste avec mon côté business, mais de me dire genre il faut pas que je l'ignore parce que si je l'ignore, je vais me retrouver tout seul en fin de compte ouais, à faire un chemin qui est peut-être pas le bon. Donc c'est un truc que j'ai pas fait au début là, ok, et que je le fais un peu plus est-ce que- depuis le début de cette année. C'est le feedback que j'essaye d'avoir sur le jeu avec les joueurs. J'essaye d'avoir ces conversations-là, mais d'un point de vue business avec des ok, gens qui sont dans le domaine. Et donc d'aller plus souvent à des événements, de rencontrer des gens qui sont de ta taille aussi. Ça sert à rien d'aller voir des gros studios parce qu'ils vont te donner des recettes qui marchent pour un studio, de trouver aussi des studios qui font du contenu sur Internet, puis de suivre leur dev blog, vraiment essayer de rester proche de leurs expériences pour que toi, tu puisses te dire, ah, ça, c'était un bon coup. Typiquement, NextFest, c'était un truc, j'étais comme, j'ai déjà vu NextFest sur Steam, mais j'ai jamais, en tant que ouais, consommateur, j'y suis jamais vraiment allé. Mais en fait, non, c'est un très très gros truc. ok, Et ça m'a apporté énormément de visibilité. Et si j'avais pas suivi ces quelques médias ici et là de genre ah bah comment qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que votre jeu marche. Ok, NextFest souvent ça vient souvent. ok, C'est comme ah il faut que je prépare ça. Et c'était vraiment ce, ce, ce côté un peu opportuniste avec je le comprends. business. C'est juste comme, ok, je vais pas avoir une approche construite, j'ai pas de plan parce que de Ouais, toute façon, je ne sais pas ce que je fais. Mais je vais écouter des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font et puis qui sont à mon échelle et que je peux utiliser les conseils qu'ils font. Pas de conseils qui sont trop larges et trop génériques, mais vraiment, genre, ok, c'est un petit studio, ils ont fait ça, puis ça a bien marché pour eux, bah, je vais ouais. essayer de le faire à ma sauce. Ils sont proches de ta réalité et ça fait du sens dans ton cas. C'est sûr Exact. qu'écouter un podcast d'un CEO, d'un triple A ou d'un publisher, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué dans ton cas de l'appliquer au quotidien. Ouais. Et ouais, pour le côté business, c'est pour ça que je voulais voir un peu ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu as
tu aurais préféré le faire un peu plus tôt, le faire un peu plus absolument, tard. ouais, absolument. C'est mon point, tu sais, typiquement, et je le dis souvent aussi, et j'appuie là-dessus. C'est genre vraiment le faire dès qu'on peut, parce qu'encore une fois, on ne sait pas sur qui on tombe, ne pas aller forcément cibler des événements, des personnes en particulier. On s'est rencontré un événement un peu par hasard aussi, tu sais, dans l'écosystème, donc très cool. Très cool là-dessus. Et je rebondis sur ma dernière question avant de parler de communauté. C'était, est-ce que tu es solo dev, est-ce que tu voudrais ou tu aurais la volonté ou l'envie tu sais, d'avoir un jour quelqu'un dans l'équipe ou est-ce que pour l'instant ton processus de création et ton travail te correspond et te convient pour éternel ad vitam? C'est vrai que c'est le sujet principal de ce podcast. Être solo dev, c'est pour plein d'affaires. Par exemple, j'imagine, je suis un peu arrogant, je me dis, je vais faire mon truc moi-même dans mon coin. Donc, c'est définitivement quelque chose qui a compté au début. J'ai aussi beaucoup de mal à embarquer des gens ou une équipe dans quelque chose que je ne maîtrise pas moi-même. J'ai du mal à demander des choses à des gens si je ne comprends pas exactement c'est quoi que je leur demande. Donc pour moi, c'était important puisque j'ai pas un background dev, donc je sais pas exactement comment et quoi précisément demander aux gens. Et donc, en gros, j'aime bien cette formulation-là, mais paradoxalement, travailler solo au début m'a rendu beaucoup plus efficace à travailler en équipe par la suite, parce que comme je comprends un peu tous les aspects du jeu, parce que j'ai dû porter ces casquettes-là à un moment donné ou à un autre, puis que tu te rends compte très rapidement que tu es un peu mauvais à toutes ces casquettes-là, mais du coup, tu deviens assez compétent pour saisir c'est quoi exactement, précisément, c'est quoi qu'il faudrait faire. C'est quoi les attentes, c'est quoi les deadlines, c'est quoi qui est raisonnable, c'est quoi qui ne l'est pas. Puis comme ça, après, quand tu parles à quelqu'un, non seulement tu peux employer le bon jargon avec lui, mais tu peux avoir les bonnes attentes avec lui et devenir beaucoup plus fonctionnel en équipe. Donc, aujourd'hui, après 2 ans et demi, je pense que c'est un peu tard, 2 ans et demi, mais je switcherai si j'avais les moyens de pouvoir embarquer parce que je n'ai pas de publisher ni rien du tout, je suis toujours self-found. Mais d'avoir une équipe, parce que là, Hardship est devenu plus gros que moi. Et je deviens en fait un bottleneck pour la propre vision que j'avais mis en place. Et mes joueurs ont beaucoup d'attentes et du coup, je ne peux pas vraiment deliver sur ces attentes-là, sur plein d'aspects. Il y a des moments où je dis, j'aimerais bien avoir des gens qui s'occupent que de ça. Et donc, si j'avais l'opportunité, si j'avais 1 million, là, genre, let's go, j'embaucherais des gens et puis je leur dirais comme, OK, maintenant, parce que j'ai vraiment fait en sorte que mes choses soient séparées les unes des autres, puis je sais que je pourrais mettre cette personne-là, genre, tiens, voilà, voici la casquette, c'est ton truc, je sais comment je peux interagir avec toi parce que je l'ai fait moi-même, je l'ai mal fait, donc je sais c'est quoi le baseline. Et comme ça permettrait d'aller beaucoup plus vite parce que s'il y a un truc qui ne marche pas sur Hardship, il y a tellement de trucs qui doivent driver de front que s'il y a un truc qui arrive, je m'arrête et tout le reste s'arrête. Ça arrête aussi. Je comprends. Donc, si c'était à refaire, tu ferais pareil au début, mais peut-être faire entrer du monde peut-être un peu plus tôt dans le processus. Absolument. Okay. Je pense que dans la phase de démarrage d'un projet, tu es genre tout seul ou un embryon de 2-3 personnes qui sont extrêmement compatibles avec ton processus créatif pour que tu sois toujours dans cette errance créative qui te permet de créer quelque chose. Après, je veux quand même mettre l'emphase sur l'idée Hardship, le type de jeu, c'est un jeu qui n'existe pas. Donc, je ne peux pas appliquer une recette et je ne sais pas c'est quoi la recette, l'exécution que je dois avoir pour arriver au résultat. Il faut que tu restes dans cette phase de « Ok, j'essaye un truc, est-ce que ça marche? Non, je le change. » Puis tester plein de permutations. Alors que si, par exemple, tu fais un jeu qui existe déjà ou qui utilise des codes d'un jeu qui existe déjà, là-dessus, tu peux facilement avoir une recette et exécuter. Alors que quand tu es sur un produit comme un jeu comme Hardship, où là, tu dois avoir cette phase d'errance créative au début, c'est mieux de rester un peu flou et de pouvoir déambuler pour trouver des trucs qui marchent bien. Mais d'avoir un petit noyau au début pour éventuellement, une fois que tu arrives à identifier les choses qui vont rester pour de bon, y aller un peu plus genre avec une équipe. Puis il y a des aspects que tu peux facilement outsourcer dès le début, genre par exemple le marketing. Je l'ai vécu, il y a plein de gens qui me contactaient et tout, puis j'étais comme genre non, je vais le faire moi-même, ça me saoule trop. Et en fait non, il y a des moments en fait je pense que c'est important d'avoir une bonne relation avec les gens avec qui tu travailles. Surtout dans le marketing, parce que des fois les gens ils se vendent eux-mêmes et tu as l'impression que tu te fais vendre un truc que tu veux pas acheter.
Mais si tu arrives à avoir ces contacts-là et des gens qui, du coup, tu sais c'est quoi leur éthique de travail et que tu sais c'est quoi que tu peux leur demander d'un point de vue marketing, euh, très, très tôt, je pense que c'est intéressant d'embarquer ce genre de casquette pour pouvoir justement rester dans cette zone d'errance créative et pas te faire ah ok, je dois faire mes impôts, je veux le faire moi-même parce que je veux comprendre. Et ok, bah, je perds 40 heures à faire mes impôts. Pareil pour le marketing, c'est pareil. Exactement. Tu parles à un convaincu si on le fait à longueur de journée, donc évidemment, et c'est tellement à part entière, tu penses pouvoir le faire tout seul, parce que tu dis au début tu peux, il y a toujours des phases que tu peux faire et tu le fais encore aujourd'hui, tu sais, mais effectivement, tu aurais quelqu'un à temps plein là-dessus, t'as une autre approche, c'est sûr qu'on s'entend, donc très très cool. Mais ok, merci pour le point, c'est vraiment cool. Bah écoute, je fais sans transition, je passe sur la partie vraiment, tu sais, avec la communauté. Euh, on a déjà beaucoup parlé, parce que c'est vraiment, encore une fois, et j'ai déjà dit précédemment aussi, mais c'est vraiment profondément lié dans ton processus de création, de créer avec les joueurs et pas par les joueurs. Euh, c'est des questions très simples et basiques au début, je pense que tu as déjà répondu, mais comment tu as eu ton premier vrai joueur, outre que tes amis On parle vraiment premier vrai joueur. Le premier vrai joueur. Si on ne parle pas de playtester ou d'ambassadeur que j'ai trouvé sur Itch.io. Ouais, admettons, ouais, c'est ça. Partons du principe que quand il arrive sur Discord, c'est parce que Discord, comme on l'a dit, c'est un funnel, c'est la fin du tunnel dans le sens où les gens, s'ils ne te connaissent pas, ils vont pas venir sur Discord. Ouais. Ils ne vont pas cliquer sur ton petit lien et ils ne peuvent pas rejoindre. Mais comment tu as fait pour que ces gens viennent sur Discord? Tout simplement, c'est avoir tes premiers. Ah, ok. Vraiment, le démarrage absolu, donc c'était Itch.io. Okay. Mettre tous les liens qui vont bien pour justement dire genre, ok, c'est l'endroit où je parle le plus, c'est Discord. Ouais. Et principalement, moi, ça a été Reddit, où là, c'était vraiment une grosse source, c'est que les gens vont... parce que tu as des subreddits de genre game dev, et c'est important de garder l'étiquette de ces subreddits-là, c'est tu parles de ton expérience de game dev. Donc si tu vas là-dessus, c'est pour parler de l'idée de te la faire critiquer, mais d'un point de vue game dev, et aussi trouver du coup des autres subreddits, où là, c'est comme, ok... c'est des jeux de puzzle, c'est ça, genre où des micro-niches et des micro-subs. Ouais. Exactement, et du coup tu dis genre, hey, j'ai cette idée-là, tu la présentes comme idée, il faut pas que tu vendes l'idée, il faut pas que tu vendes le jeu, mais si dans ces endroits-là tu arrives à avoir ce poste-là où tu dis genre, je veux que vous critiquiez mon idée, ils vont te faire un message sur, parce que généralement c'est dur d'avoir des conversations sur Reddit, ou alors ça devient vite une grosse liste. Et en fin de compte, de tout le temps dans ces messages-là, d'arriver avec un call to action, c'est comme venez me rejoindre, suivez-moi sur Itch.io et grosse emphase parce que moi c'était vraiment mon outil principal, Discord, pour que je puisse avoir en fait ce moment-là où je peux discuter directement avec le joueur. Donc c'est vraiment un post sur les médias sociaux. Si tu arrives à avoir un jeu que je trouve qui peut être très visuellement intéressant, des petites vidéos, tu peux aller sur des plateformes qui sont plus enclin à faire des vidéos comme genre tu fais un TikTok, si tu mets une image fixe ça va pas marcher, mais si tu as une petite vidéo tu peux essayer d'aller là-dessus. TikTok c'est pas une bonne conversion pour les call to action parce qu'ils ont tendance à rester sur TikTok. Reddit c'est plus simple, par exemple si tu as un lien sur Reddit, les gens vont facilement aller sur le lien. Paradoxalement YouTube ça marche très très bien, mais le problème avec YouTube c'est que il faut que déjà tu as un produit qui soit une expérience qui puisse durer au moins 20-45 minutes. Parce que si le créateur de contenu ne peut pas jouer pendant un long moment, bah, ça va pas marcher. Twitter peut marcher, mais j'ai entendu dire que ça marchait, mais je n'ai pas réussi à le faire moi-même. Blue Sky, c'est un peu plus niche. Tu utilises aussi, c'est ma prochaine question, c'est un peu les réseaux que tu utilises, outre que Lovelace d'ailleurs, pour centraliser tout ça. Exactement. Oui, effectivement. Twitter, mais pas gros succès avec ça. YouTube, c'est difficile de récupérer des créateurs de contenu avec ça, mais c'est très, très efficace pour la conversion. Pour donner une idée, aller chercher des créateurs de contenu qui ont des subscribers de un peu moins de 15 000 subscribers. C'est relativement simple de les contacter parce qu'ils n'ont pas encore une agence et tout ça qui les gère. Parce que dès que tu as une agence, c'est comme d'où tu vas payer. Prends le chèque tout de suite. Là. C'est ça. Alors que les petits créateurs, justement, ils vont être contents de créer du contenu pour toi parce qu'eux aussi, ils essayent de percer. Et à ce moment-là, c'est gagnant-gagnant. Enfin, tu peux leur donner du contenu pour qu'eux puissent percer. Et toi, ça te fait de la visibilité. Et quand tu arrives à voir ça, genre par exemple, moi j'avais des
des créateurs de contenu qui étaient aux alentours de 5000 subscribers. Leurs vidéos, c'était plus une centaine. Les plus grosses vidéos, c'était quasiment 30 000. Et donc, leur moyenne, c'était plus 200 vues par vidéo. Par vidéo, ouais. Et ma vidéo a fait genre 3000 vues. Même. Sur les 3000 vues, ça s'est traduit par quasiment un peu moins de 1000 wishlists. Donc, c'est un taux de conversion qui est extrêmement fort. Mais c'est difficile d'aller chercher ces gens-là. Il faut les engager par mail. Voici la clé. Il faut les mettre genre, OK, voici la proposition. Tu vas gagner de la visibilité parce que... C'est un vrai travail derrière. C'est énergivore, quoi. C'est ça. Complètement. Mais c'est vrai que je pense que la tendance le montre plus ces dernières années. C'est les micros-influenceurs. Les très gros, comme tu as dit, il faut avoir de l'argent. C'est très simple. Ils pensent juste à argent chèque. Mais c'est vrai que tous ces micro-influenceurs, honnêtement, sont vraiment une pépite. Et on le voit de plus en plus. Ces dernières années, je le vois de plus d'ateliers ou plus de ressources que je lis, que je regarde. Mais ouais, c'est vraiment pas négligé. Mais effectivement, tu l'as dit, c'est énergivore. Préparer tout ça, préparer le contenu, parler avec eux quand même. Donc, c'est du travail. Je dirais en termes de rentabilité, ça serait... Reddit, c'est simple à faire. Tu peux te contenter parfois d'une image ou d'un GIF ou d'une petite vidéo courte. Si tu arrives vraiment à bien faire ton truc, et régulièrement, ça peut facilement... Genre, le plus gros post que j'ai fait, c'était 90 000 vues, un truc comme ça. Donc ça a vraiment bien marché. Le taux de conversion est moindre. Tu sais, genre 90 000 vues, ça s'est traduit en genre 500 wishlists, quelque chose du genre. YouTube, ça prend beaucoup d'énergie, mais tu peux avoir un gros taux de conversion avec ça. L'événement qui marche bien après, c'est Steamnet Fest. Ça, j'ai fait comme 3000 wishlists avec ça. Ça prend beaucoup de temps. Pendant une semaine, tu vis plus parce que tu dois faire des lives. Steamfest, c'est important de présenter une démo. Donc, le concept, c'est que tu présentes une démo. C'est un early prototype d'une nouvelle franchise. Donc, faut que ça marche parce que c'est Steam, tu dois avoir un niveau, un standing qui soit minimal. Mais si tu arrives à avoir cette présentation c'est un early build, il va y avoir des petits trucs qui ne marchent pas, mais il faut qu'il y ait un petit clin d'œil de genre, il y a quelques bugs qui vont se passer, mais le jeu ne devrait pas cracher. Il y a un juste milieu. Question de positionnement. Exactement. Transparent dès le début sur ce que tu livres. Exactement, et ensuite tu as le live sur Snackfest qui est extrêmement important. Tu as une semaine pour streamer des trucs, donc il faut utiliser une semaine. Tu t'enregistres pendant 1 ou 2 heures, puis tu fais tourner en boucle ce truc-là. Tu as 2 heures par Snackfest où tu es live pendant 1 heure et tu dois parler. En fait, tu es live. Genre, l'idée, c'est tu peux parler avec le dev et Steam va te mettre de l'avant. Puis NextFest, c'est genre vraiment beaucoup de trafic. Donc, c'est important d'utiliser ces outils-là, le live. Mais du coup, tu n'existes plus pendant une semaine. Là. Tu fais juste que faire parler en live. Des lives, corriger les bugs. Très énergivore, mais en termes de conversion, c'est vraiment top. C'est vraiment très bon. Puis après, plus paradoxalement, ça va être un Blue Sky, Twitter. Un réseau classique, c'est ça. Qui fonctionne toujours très bien d'ailleurs, évidemment. D'ailleurs, j'aime le dire aussi. Des fois, on a tendance à... Il faut tester tous les réseaux, c'est pour voir lequel, mais il y a souvent, en fonction du jeu et de la type de persona, des réseaux qui vont moins fonctionner que d'autres. C'est quelque chose que je dis et j'aime le répéter, surtout quand on débute, ne pas perdre trop de temps des fois sur des réseaux où ça accroche pas. On est d'accord que des fois, ça prend du temps à monter, mais au bout de quelques années, on voit déjà, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur un réseau, puis il n'y a vraiment rien souvent. Peut-être tourner ses forces, un peu son énergie sur d'autres réseaux, mais les réseaux classiques fonctionnent très bien encore. C'est juste que effectivement, c'est du travail. Écoute, parfait. Une dernière question sur la communauté. Enfin, j'en peux en avoir plein sur la communauté, mais je vois l'heure qui tourne aussi. Quand tu reçois des critiques, des retours, des feedbacks, c'est quoi comment tu filtres entre du bruit, du noise ou quelque chose de pertinent que tu pourrais implanter, ou c'est quoi un peu ton curseur pour dire ok, bah, ça c'est quelque chose de concret, important, ça l'est moins. C'est quoi un peu ton processus là-dessus? C'est un peu ce que je disais un peu plus tôt, c'est vraiment plus la to-do list. Il y a genre une 50aine à 100 items dedans, un wineliner. Généralement, c'est des trucs qui sont alimentés par Discord. Donc sur Discord, il va y avoir une discussion. Et là, c'est comme je le résume en un one-liner, je peux mettre la discussion dans la description de ce one-liner-là. Je vais pouvoir rester un peu attentif sur les feedbacks que je vais avoir sur les autres plateformes. Mais typiquement, par exemple, YouTube, tu vas avoir du feedback, mais c'est extrêmement rarissime.
Mais du coup, ça devient juste un nouveau one-liner. Puis si ça devient un sujet de discussion sur une autre plateforme, je vais mettre des votes dessus qui vont le mettre en haut de ma liste. C'est vraiment la masse Donc qui c'est fait vraiment que... un système de vote en fin de compte. Ok, ouais, c'est logique. Tu réponds aux attentes de ta communauté. Ça Exact. fait du sens. Très très cool là-dessus. Et justement, je n'ai pas posé la question, et puis ça va me revenir un petit peu tardivement. Tu sais, c'est quoi le temps que tu accordes à Discord et au réseau? Tu sais, dans un peu ta to-do, est-ce que tu as des moments fixes dans la journée, ou c'est quand c'est au cours de l'eau, est-ce que tu te bloques des créneaux? Comment tu fonctionnes avec... je sais que c'est énergivore aussi, puis des fois je te voyais un peu tard sur le Blaze répondre des fois des messages. C'est quoi un peu ton approche là-dessus? Euh, c'est un peu tristounet, je pense, mais c'est genre quand les messages arrivent, t'as peu de temps pour répondre. À part si c'est un média connu pour être extrêmement synchrone, mais genre sur Reddit, si tu mets plus d'un jour à répondre, tu vas perdre une énorme... Tu perds le dynamisme de la... Donc répondre généralement dans l'heure. Donc en vrai, je garde tous mes onglets ouverts, puis c'est comme... Le matin, c'est vraiment un des trucs minimum. J'ai tous mes onglets, je clique sur tous les onglets, enfin les bookmarks plutôt. Puis je regarde s'il y a eu de l'activité que j'ai loupée. Et sinon, je laisse ouvert toute la journée et ça va être un alt-tab de temps en temps dans la journée. Je peux avoir les notifications qui sont activées, mais il faut vraiment être très sélectif avec ça pour justement pas avoir trop de notifications qui te tirent de genre tes moments focus de travail. Mais il faut répondre rapidement. Donc, tu sais, samedi, dimanche inclus. Parce que les joueurs ils vont jouer le plus ce samedi dimanche, donc c'est là que tu veux répondre. Je l'ai payé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris quelques jours off, je suis parti en camping puis j'avais pas trop de connexion et il y a une review négative d'un joueur qui a rentré sur Steam et j'ai pas répondu, genre là ça fait 5 jours je pense. Donc là j'ai répondu en venant, mais tu sais genre le gars a cru avoir un problème avec le jeu puis il dit genre le jeu est buggé, ne l'achetez pas. C'est quand même très négatif comme review. Mais tu sais, genre, j'ai pas pu lui répondre immédiatement. Et là, genre, ça fait un moment que cette review existe et ça reste un feedback négatif. Qui impacte ta note. C'est sur Steam. Hein. C'est sur Steam, donc c'est ça. Ça Forcément impacte ta note et c'est sûr que donc, tu préfères éviter dans cette phase un peu où tu as besoin de ces notes. C'est critique, Si tu as très peu de reviews, c'est un jeu niche. Donc, puis j'ai une niche qui est pas spécialement très bavarde. C'est des nerds. Ils vont pas forcément embarquer trop là-dessus. Faire des feedbacks et construire, écrire une review positive. Des fois, je leur demande, mais c'est quand même... J'ai pas envie d'exposer ma vie sur Internet en mettant une review. Des fois, ils ont un peu une certaine pudeur, cette sensation-là, et donc c'est très rare d'avoir des reviews. Tu sais, genre pour donner une idée, j'ai 8000 joueurs sur le jeu. On les a passés il y a un peu plus d'une semaine, je pense maintenant. Bravo. Mais maintenant, il n'y a que genre 40, il y a 38 reviews sur le jeu. Donc c'est... La majorité est silencieuse. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que tu l'as dit et je rebondis là-dessus. La majorité est silencieuse. Un seul feedback qui peut faire la différence et peut aider pour tous ceux qui vont venir derrière. Donc, ça, effectivement, je comprends du coup le fait que tu mettes de l'importance sur chacun des feedbacks, surtout à ce stade-là. Donc pour répondre à la question, c'est quand le feedback rentre, j'essaye de répondre dans quelques heures. Donc c'est un peu pénible de ne pas pouvoir déconnecter. Puis là, j'ai déconnecté et je l'ai un peu payé. Donc c'est un mindset à avoir. Rester proche, puis juste se permettre de faire des petits messages, puis se dire, OK, là, je vais juste arrêter de faire ce que je faisais, genre, et répondre et engager avec le joueur, puis savoir orienter la discussion pour pas trop partir dans le chit-chat, mais juste dire, genre, c'est quoi que tu veux me dire, puis OK, je vais le faire. Les gens ont déjà voté là-dessus, c'est un très bon point, merci de ton feedback. Qu'ils soient entendus, écoutés et valorisés. C'est ça. Je comprends. Voilà. Très très cool. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette approche communauté. Je pense que si je parle là-dessus, je vais rester longtemps sur la communauté, mais on a déjà fait un très bon tour, je trouve, et c'est vraiment super. Écoute, on arrive sur la fin. J'aurais 2 dernières questions vraiment rapidement là-dessus que je pose souvent. Si tu avais une ressource ou des ressources à partager dans un premier temps, c'est des choses que tu regardes, des vidéos, des livres ou des podcasts comme Could Be Better que tu pourrais écouter souvent ou à conseiller par exemple. J'en ai vraiment pas en tête. En fait, ce qui, je pense, est le plus important, c'est justement garder en tête il faut que je continue à être curieux. Donc, c'est juste se donner l'opportunité d'écouter des nouveaux podcasts un peu... par exemple, là, c'est le premier podcast de Could Be Better. Donc, essayer de dire, pourquoi pas essayer ça et juste l'écouter. J'aime beaucoup aussi écouter parce que moi, par exemple, je suis un
grand consommateur de YouTube. Malheureusement, c'est vraiment si je procrastine, ça va être sur YouTube. Je comprends. Mais de justement trouver des créateurs de contenu qui sont, par exemple, des studios de dev qui sont à ta taille. Ouais, spécifiquement, moi, un bon exemple de ça, c'est Bite Me Games, qui sont un petit studio allemand ils sont 3, je pense, et ils sont vraiment très très petits. Et ils ont une approche très différente de la mienne. Eux, c'est comme on veut faire des jeux, donc ils font des petits jeux courts dans le temps et ils les crunchent très rapidement. Ils vont pas forcément dire des trucs avec lesquels je suis d'accord, mais c'est important de justement pouvoir avoir cette espèce de discussion intérieure de genre est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Lire des livres. Il n'y a pas vraiment y a pas vraiment, ou alors des audiobooks si ça marche le mieux avec toi, mais c'est important de rester connecté avec ce monde-là. Puis pareil, de rester connecté avec des gens, par exemple des events de game dev, trouver ça dans ta ville si tu es capable d'en avoir. Ça peut être un peu grugeant, donc je préfère vraiment plus partir sur trouver des chaînes YouTube qui marchent bien, tu te subscribes dessus pour que tu aies c'est ça, les vidéos qui t'arrivent puis que tu les consommes un peu de manière opportuniste. Et regarder des livres, continuer à écouter des livres ou de les lire. Cool. Donc j'en ai pas en tête. C'est juste c'est la quantité qui est important plutôt que. Très très cool. Merci pour ça. Et puis dernière question, elle est vraiment pas simple et je la pose quand même, mais je t'ai pas demandé de la préparer en amont. Si tu avais un seul conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance en tant que solo dev ou qui est solo dev, ce serait quoi? Donc là, en tant que solo dev, je pense que il y a plein de trucs à faire, mais je pense que l'axe majeur que tu dois prendre, c'est il faut que tu aies un jeu qui soit radicalement différent. Donc c'est partir sur une niche, je pense, en fonction de tes compétences et tout ça, mais même je pense si tu as énormément d'expérience, tu restes quand même tout seul et tu as des moyens qui sont extrêmement limités. Donc il faut être raisonnable avec ce que tu essayes de proposer et il faut que tu te mettes dans un marché qui est niche où tu as peu de concurrence, tu as peu d'alternatives et que même à ce moment-là, tu offres une nouvelle alternative. C'est des jeux qui existent déjà, mais avec un switch qui est tellement différent que ça crée un nouveau jeu pour qu'en fin de compte, tu sois tout seul à combattre ici. Parce que si tu te bats contre un jeu qui est déjà établi, il a déjà quelques années d'avance sur toi, il y a déjà une base de jeu, de joueurs, pardon. Il va être probablement meilleur que toi pendant encore un long moment, donc c'est difficile, tu te bats à contre-courant. Alors que si tu vas sur un jeu qui est radicalement différent, un peu un ovni même parfois, mais si tu arrives justement à trouver les bons endroits pour montrer ton jeu, tu vas trouver les gens qui vont être intéressés. Et pour vrai, Steam là-dessus est vraiment bon. Une fois que tu arrives là-dessus, c'est de trouver les gens qui sont enclins à justement regarder ce type de jeu. C'est ça. Complètement. Donc, il faut être tout seul sur son segment pour pouvoir marcher parce que tu es tout seul. Tu vas jamais être aussi rapide qu'une équipe. Je pense qu'on l'a vu ces dernières années. Et, je vais rester sur ces belles paroles de sagesse, pleines de sagesse, Étienne, pour ces derniers conseils. Et complètement, on l'a vu avec tous les studios indépendants qui se lancent depuis les 5 dernières années et qui ont chacun vraiment leurs aspects, leurs axes très précis. On pourrait en citer plein, mais rien que Balatro par exemple, avec son approche mélange de genres, etc. Il y en a de plus en plus. Donc très très cool comme mot de fin. Écoute Étienne, je te remercie beaucoup. Parce que je vois l'heure qui tourne, j'aurais 10 000 questions à te poser encore. Potentiellement dans un deuxième épisode peut-être, pourquoi pas, ou une table ronde, on t'invitera pour sûr. Je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était super, super intéressant pour tous tes partages d'expérience. Tous tes processus, tes tips, tes astuces au quotidien. On est rentré, t'as presque mis à nu dans cet épisode. Et ta façon de travailler, j'espère que ça a été utile à toutes celles et ceux qui nous écoutent, tous nos auditeurs, que vous soyez un solo dev dans un studio ou simplement passionné par le processus de création. Merci beaucoup pour ça, Étienne. Merci infiniment de m'avoir invité. C'était très fun de discuter avec toi. Très cool. Évidemment, on va vous remettre tous les liens dans la description de l'épisode et dans la vidéo. Donc, pour retrouver évidemment Étienne sur Artship. .io, c'est ça, on mettra les liens et vidéos, on va mettre pas mal d'images et de vidéos dans la vidéo, vous voyez un peu à quoi ça ressemble aussi évidemment. Pour celles et ceux qui nous écoutent, pour l'audio évidemment, retrouvez Artship sur
Archive de Taillot. Je me suis répété 2 fois pour être sûr. Alors, on ne sait-on jamais. Merci. À l'essayer surtout, puis à faire vos retours à Étienne. Comme vous l'avez entendu, il passe ses journées sur le Discord et il est proche de ses joueurs. Il est proche aussi à Montréal, donc si vous voulez juste prendre un café avec Étienne, n'hésitez pas à nous écrire en passant le message et à lui écrire directement sur Discord si vous le rejoignez. Ça me ferait plaisir. Avec grand plaisir. Donc écoute, encore une fois, merci beaucoup pour Étienne. N'hésitez pas à nous retrouver, à nous suivre. Je dis retrouver, mais à nous suivre sur tous nos réseaux. Donc sur Instagram. Donc on se retrouve dans 2 semaines avec un prochain épisode. Ce sera Maureen qui va prendre le relais pour parler de VFX, CGI et animation. Je vous donne pas encore le nom de l'invité, il reste encore surprise, mais on va vous le teaser très prochainement. Et nous on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode sur le jeu vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Salut Étienne. Salut.